Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien notre écran? Je vois déjà des personnes. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes extrêmement nombreux, donc je ne pourrais pas vous dire bonjour à tous. N'hésitez pas, hein, si vous avez un problème sur le son, sur l'écran, à mettre un petit mot dans le chat. Eh bien, écoutez, on va démarrer ce tout nouveau premier épisode, ce nouveau format proposé par Culture RH, l'instant social, le webinaire qui vient décrypter l'actualité sociale, l'actualité jurisprudentielle pour en faire des actions RH concrètes. Alors, je me présente, je suis Virginie Ardouin, je suis experte en droit social chez Culture RH. Je suis également RH, donc je connais vos problématiques, je connais les difficultés qu'on peut avoir de transformer les actualités législatives, les textes réglementaires, vos conventions collectives, vos accords, en action, en levier RH concret pour votre quotidien. C'est tout l'objectif de ce tout nouveau webinaire. Je tiens d'ailleurs à remercier Harmonie Mutuelle pour son partenariat sur ce nouveau format. Alors, ils ont un vrai engagement en faveur de la prévention, de la protection sociale et de l'accompagnement des organisations RH. Donc, ça donne une vraie dimension encore plus riche à ce nouveau format, ce nouveau rendez-vous mensuel. D'ailleurs, j'ai la chance pour ce tout premier épisode d'être accompagnée par Nicolas Morel. Nicolas Morel, premier invité, premier épisode. C'est l'expert du réglementaire chez le groupe Vive Harmonie Mutuelle. C'est l'expert qui va décrypter pour vous la loi de financement de la sécurité sociale version 2026, celle qu'on attendait depuis très longtemps, publiée au JO le 31 décembre 2025. Bonne nouvelle pour notre réveillon. Il va, dans quelques instants, vous la décrypter pour vous. Bonjour Nicolas et encore merci de ta présence avec nous pour ce lancement. Bonjour Virginie, c'est un vrai plaisir. Bon, très bien. Eh bien, comme je vous le disais, l'instant social, c'est le décryptage, mais un décryptage opérationnel. On prend les textes de loi, on les transforme en action, en politique RH, à mettre dans votre to-do, dans votre agenda dès la fin de ce webinaire. On a une actualité sociale extrêmement chargée. 2025 a apporté son lot de réglementation à mettre en place. En une heure, on ne pourra pas tout voir, mais on va aller surtout à l'essentiel et on va commencer cette première partie par justement l'actualité du droit social. Les textes, les mesures et les chiffres à ne pas oublier dans vos actions dès maintenant. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, une petite piqûre de rappel. On commence par les chiffres de janvier 2026. Alors, on le connaît tous, le SMIC, qui a fait l'objet de nombreuses revalorisations. Nouvelle valorisation en 2026, le SMIC mensuel a encore augmenté de 1,18%. Même si vous n'êtes pas expert paye, et d'ailleurs Culture RH est un média qui vous donne accès à des articles faits par des experts en paie, des webinaires aussi sur l'actualité en paye, c'est un chiffre à connaître. Pourquoi? Parce que ce SMIC, il est un minima pour vos salaires. Donc, la première action, vérifiez vos salaires. Vous reprenez la liste de tous vos salariés et tous les salaires applicables dans votre entreprise. Et si le salaire est inférieur au SMIC, vous corrigez. On est bientôt dans la période de paye, c'est le bon moment pour le faire. Et puis, ce n'est pas le seul minimum à surveiller, c'est les minima conventionnels applicables dans votre secteur, dans votre branche d'activité. Certains ne sont pas encore parus, d'autres vont l'être prochainement. Donc, ayez cette alerte de vérifier aussi les minima conventionnels, quitte à avoir 2 périodes de correction. Kim qui me fait une petite remarque sur le SMIC 35 heures, le SMIC hebdo. Je vais vérifier sur le slide et bien évidemment, je mettrai la correction à disposition. Je reverrai le point, mais merci d'être aussi attentif. Je continue sur le plafond de la sécurité sociale. Même si vous n'êtes pas en charge de la paye, il est impératif de connaître ces plafonds de la sécurité sociale, le fameux PASS. Pourquoi ? Parce qu'il va conditionner des assiettes et des seuils d'exonération
pour les cotisations sociales, mais également pour vos dispositifs d'épargne salariale, pour les indemnités. Donc, si ce n'est pas encore fait, mettez à jour vos logiciels par rapport au PASS. Et bien évidemment, on n'oublie pas nos stagiaires, puisque le montant de la gratification minimale des stagiaires est lié au plafond horaire de la sécurité sociale, donc 15% de ce plafond. Donc, dans le cadre de la rémunération de vos stagiaires, la gratification minimale, elle est passée à 4,50 €. Je vois Anna qui demande si on aura la présentation à la fin. Bien évidemment, le support vous sera téléchargeable. Je vous mettrai le lien dans quelques instants. Comme ça, vous pourrez revenir effectivement sur toutes ces mesures, ces chiffres impératifs en janvier 2026. Frais professionnels. Là encore, le mois de janvier 2026, on le sait, est un instant privilégié pour remettre à jour nos logiciels de paye et nos chiffres en RH. On a également une mise à jour des plafonds d'exonération de certains frais professionnels, les frais de repas, les tickets restaurants, les grands déplacements, les frais de télétravail également, à retrouver sur le BOSS, bulletin officiel de la sécurité sociale, la Bible des règles URSSAF, que vous avez bien évidemment à côté de vous, comme le Code du travail, votre convention collective et vos accords d'entreprise. Un indispensable, le BOSS. Donc, les nouveaux montants sont accessibles sur BOSS, autres éléments de rémunération, frais professionnels, pour avoir effectivement une mise à jour de tous vos chiffres pour bien commencer cette année 2026. Cotisation AT-MP. AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Les taux personnalisés applicables à votre entreprise sont en ligne. Ils sont sur votre espace sur netentreprise.fr. Alors, bien évidemment, on met à jour son paramétrage de paye avec ces nouveaux taux de cotisation, mais pas que. Ces cotisations, elles ont un impact budgétaire assez important et surtout, au-delà de la cotisation, c'est un indicateur RH à prendre en considération pour mesurer l'impact de vos politiques de prévention. Vous le savez, l'employeur a une obligation très forte de préserver la santé, la sécurité physique et mentale des salariés. Et aujourd'hui, cette obligation, elle est encore plus renforcée. On le verra au fur et à mesure de nos rendez-vous mensuels sur les règles, mais également les jurisprudences. La prévention de la santé physique, de la santé mentale de vos collaborateurs, les risques psychosociaux, l'accompagnement sur les risques professionnels, c'est un chantier RH dont il faut s'emparer cette année encore plus que les autres années. Et la prévention, c'est un levier de réduction ou de maîtrise de ce taux qui peut effectivement peser lourd sur vos budgets et sur les cotisations de votre entreprise. Donc, prenez-le aussi comme un indicateur et pas simplement comme un paramétrage à mettre à jour de manière un peu contrainte. Vous le verrez au fur et à mesure de nos rendez-vous mensuels, le sujet de la prévention est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi le cœur de nos métiers RH. Je continue sur quelques mesures applicables en 2026. Je ne m'arrêterai là pour les chiffres. Pourquoi? Alors, je ne parlerai pas de l'apprentissage puisqu'on attend la loi de financement. Ça reste encore un peu flou. Moi, personnellement, mais c'est ma formation juridique qui le fait. Tant que la loi n'est pas publiée, elle n'est pas encore appliquée. Donc, soyons toujours prudents entre ce que vous pouvez lire et le moment où les mesures sont vraiment applicables. Sur vos impératifs à mettre dans votre calendrier 2026, quelques mesures qui auraient pu passer un petit peu comme ça en dessous du radar de votre veille. La première est un petit quiz pour vous permettre aussi de montrer que oui, vous êtes tout à fait au fait de la veille juridique. Les salariés qui sont dans un parcours d'adoption bénéficient de 5 autorisations d'absence pour les entretiens obligatoires d'agrément. Alors, à votre avis, combien de jours sont désormais donnés à vos salariés qui sont engagés dans un parcours d'adoption?
Ça répond, ça répond, ça répond. Ah, j'ai une majorité de vrais, mais vous êtes tout à fait au fait de la veille juridique. Et pourtant, ce décret, il est du 31 décembre 2025. Il aurait pu tout à fait passer à côté de la loi de financement de la sécurité sociale sur lequel on va revenir avec Nicolas. C'est un décret qui est pris en application du loi du 30 juin 2025. Comme quoi, parfois, on peut attendre longtemps les décrets d'application. Et celui-ci, il va créer un nouveau droit d'absence pour les salariés qui sont dans un parcours d'adoption et notamment fixer le nombre de jours. Donc, 5 jours autorisés d'absence. Je vous ai remis dans le support qui, bien évidemment, sera disponible et téléchargeable les différents parcours de vos salariés futurs parents. On connaît déjà les autorisations d'absence dans le cadre de la grossesse avec les entretiens obligatoires. On n'oublie pas effectivement le conjoint, le futur papa qui a le droit à 3 examens, 3 absences pour les examens médicaux. On avait également un parcours pour les salariés engagés dans un parcours de PMA avec des autorisations d'absence pour tous les actes médicaux nécessaires. Le conjoint également, avec 4 autorisations pour accompagner à ces rendez-vous, 3 rendez-vous maximum. Et puis aujourd'hui, on a aussi le parcours d'adoption, donc avec 5 jours pour se rendre aux entretiens obligatoires d'agrément. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien évidemment, dans votre to-do RH, je vous invite à mettre un nouveau droit d'absence dans vos outils de gestion, de paramétrer votre logiciel de paye parce que ces absences sont rémunérées. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif, donc pour les droits à congés payés, à et ancienneté, mais surtout, ce sont des absences de plein droit. Vous ne pouvez ni la refuser, ni la reporter. Et comme on est aussi RH, mais aussi des peut-être parents, petit aparté, on sait très bien que les rendez-vous médicaux dans le cadre de ces parcours, on ne les décide pas. Donc, bien évidemment, redites bien à vos managers, resensibilisez-les sur le fait qu'on ne peut pas reporter ni refuser une absence liée à l'un de ces motifs. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de revoir votre process RH pour la demande de cette autorisation. À qui, comment, quel justificatif. Et puis, on communique auprès de nos salariés. Bien évidemment, on communique sur tout ce qui est leurs droits dans le cadre de leur situation de futurs parents. C'est aussi une bonne façon de mettre en avant, de valoriser ce que vous pouvez mettre en place au sein de l'entreprise, notamment si vous négociez des autorisations beaucoup plus favorables que la loi. Alors, j'ai 2 petites questions. Oui, Clotilde, les présentations seront téléchargeables. Je mettrai le lien de téléchargement pendant le webinaire. Elle sera bien évidemment envoyée à la fin. Alors, dans le cadre de ce webinaire MESAD, on a regardé surtout les salariés du secteur privé. Je sais que les salariés du secteur public ont aussi des dispositions particulières, mais je note le point pour pouvoir y répondre lors de notre prochain rendez-vous instance sociale pour savoir si c'est aussi applicable sur le secteur public ou les dispositions particulières. Je continue sur une autre loi, pas si anecdotique que ça, à l'approche des élections municipales dont on entend déjà beaucoup parler dans les médias. Je parle de la loi du 22 décembre 2025 sur le statut d'élu local, mais il y a un volet salarié. Peut-être que déjà dans vos entreprises, vous avez des salariés qui sont élus locaux, donc vous savez qu'ils bénéficient de certaines autorisations d'absence. Cette nouvelle loi, on a créé des nouvelles pour les fêtes légales, pour des mesures de sûreté. Avec toutes les intempéries qu'on a pu connaître ces derniers temps, on sait à quel point les élus locaux sont sur le terrain, donc c'est l'opportunité d'avoir des autorisations du supplémentaire. On va se concentrer pour rester dans le timing sur la partie campagne qui va commencer bientôt. La loi du 22 décembre 2025 donne la possibilité aux salariés candidats d'avoir 20 jours d'absence. Alors, 20 jours d'absence, ce sont des absences qui ne sont
pas rémunérés, qui sont des autorisations d'absence, mais surtout, si le salarié le demande, il peut très bien demander à ce que ça soit mis sur ses congés payés. Il a le choix, bien évidemment. Je vous invite, et je vais le répéter souvent, mais parce que les managers sont nos premiers relais RH sur le terrain, sensibiliser, former les managers sur le statut d'élu local. Et surtout, mais là, je pense que vous y avez pensé, vous aussi en tant que RH, un salarié qui s'est engagé comme élu local, que ce soit comme candidat ou qui est élu, il va développer des compétences qui peuvent être tout à fait transposables dans l'entreprise, dans l'activité. Donc, ne voyons pas ça comme une contrainte, mais voyons ça peut-être comme un levier pour le développement des compétences et de l'activité de votre entreprise et de sa performance. Bien évidemment, le slide sera téléchargeable, vous aurez accès à toutes ces petites informations, mais c'était important aussi de vous le rappeler parce que on arrive bientôt aux élections municipales et c'est bien de savoir dès à présent que vous aurez peut-être certains collaborateurs qui demanderont 20 jours pour s'absenter dans le cadre de ces campagnes électorales. Allez, petit quiz encore pour vous parler des activités sociales et culturelles du CSE. Alors, est-ce que le CSE peut réserver les ASC, donc, vous savez, les chèques cadeaux, la billetterie, les voyages, tous les trucs un peu sympas, uniquement aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté? Alors, le CSE fixe ses règles, ou est-ce que c'est jusqu'au 31 décembre 2026 ou non? Ce critère est en principe discriminatoire. Tous les ASC doivent bénéficier à tous les salariés sans condition d'ancienneté. Alors, je vois que certains ont répondu dans le sondage. Alors, attention, jusqu'au 31 décembre 2026, ce n'est qu'une tolérance de l'URSSAF. La jurisprudence a bien rappelé en 2024, en 2025, qu'il est interdit de mettre un critère d'ancienneté pour conditionner l'accès ou moduler le montant des avantages liés aux ASC. Donc, normalement, votre CSE doit pouvoir les distribuer sans condition d'ancienneté. Par contre, attention, tous les CSE ne se sont pas forcément mis en ordre de marche et ce n'est qu'une tolérance URSSAF, c'est-à-dire que l'URSSAF va dire, bon, je ne vais pas prendre les cotisations, même si vous n'avez pas encore régularisé la situation, très bien, mais un salarié qui s'estimerait lésé par ce critère d'ancienneté pourrait tout à fait demander au CSE de régulariser la situation, voire de l'assigner. Donc, au prochain petit café avec votre secrétaire du CSE, rappelez-lui que les conditions liées à l'ancienneté sont désormais interdites et qu'il est bien de se mettre en ordre de marche sans attendre la fin de la tolérance de l'URSSAF. Contrat de sécurisation professionnelle, alors anecdotique peut-être pour certains qui ne sont pas concernés, mais c'est un dispositif qui était proposé aux salariés dans le cadre d'un licenciement économique dans les entreprises de moins de 1000 ou groupes de moins de 1000 salariés. Ce dispositif devait s'arrêter au 31/12, il a été prolongé jusqu'au 31/12/2026. Et puis, le reste à charge sur le compte personnel de formation au 1er janvier 2026, un arrêté l'a fixé à 103,20 €. Il y a des conditions d'exonération de ce reste à charge. Mais quand vous communiquez, notamment, vous allez peut-être rentrer dans les campagnes d'entretien de parcours professionnel, dans les campagnes de l'ancien entretien professionnel. On parle du CPF. Ça peut être aussi l'occasion pour vous d'informer vos collaborateurs de ce nouveau reste à charge. Alors, pour une fois, on peut se féliciter d'avoir un peu de simplification dans nos démarches. On court déjà après les recrutements, la formation des managers, l'accompagnement des collaborateurs. On courait aussi après, alors je dois faire ma demande d'homologation de rupture conventionnelle sur tel site. Ah mince, mon index égalité professionnelle, sur quel site je dois le déposer? On a un nouveau portail unique. Alors, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, ça devrait nous simplifier la vie, nous simplifier les démarches.
on ne va pas s'en priver pour s'en féliciter, parce qu'effectivement, voilà, je sais qu'à chaque fois, moi la première, je cherchais toujours donc, sur quoi je devais déposer telle ou telle chose. Portail unique sur mesdémarches.travail.gouv.fr. Excellente nouvelle pour nous, un portail pour toutes vos démarches. Alors, vous l'attendiez tous, la loi de financement de la sécurité sociale. Publiée au journal officiel le 31/12. Après des mois d'aller-retour à l'Assemblée nationale, au Sénat, votera pas, avec des décryptages en avance, parfois de mesures qui nous faisaient tous un petit peu peur, elle a été enfin publiée, donc elle est enfin applicable depuis le 31 décembre 2025 et je sais à quel point elle impacte nos process RH. Je donnerai la main, bien évidemment, dans quelques minutes à notre expert de la réglementation, Nicolas Morel, pour qu'il puisse vous donner un éclairage très précis de certaines mesures. Moi, je vais vous parler de petites mesures applicables immédiatement, mais qui ont toute leur importance. Le forfait social. Le forfait social, vous savez, c'est ce taux de contribution patronale un peu spécifique qu'on verse sur la part exonérée des indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle individuelle. Ce forfait, il était de 30%. Il était effectivement de 30%, il est passé à 40%. Pour vos collaborateurs, ça ne change rien. L'indemnité de mise à la retraite ou l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle, qui est souvent celle qui fait, c'est souvent un mode de rupture assez prisé par les entreprises, par les collaborateurs, pour mettre fin au contrat de travail de manière amiable, en tout cas de se quitter en bons termes. Ce taux, cette indemnité, elle doit être à minima l'indemnité de licenciement ou légale ou conventionnelle, selon celle qui est plus favorable. Donc, cette indemnité, elle ne bouge pas pour le collaborateur, qu'il ait signé sa rupture conventionnelle décembre 2025 et qu'il parte aujourd'hui, après la fin du délai de rétractation et du délai d'homologation, son indemnité, elle n'est pas impactée. Par contre, de votre côté, du côté de l'entreprise, on est quand même sur une augmentation de ce forfait social, donc une augmentation finalement de l'enveloppe, du budget qu'on met derrière ces ruptures, soit de mise à la retraite, soit de rupture conventionnelle. Si vous aviez vraiment suivi l'actualité sur les mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous aviez peut-être déjà anticipé cet impact budgétaire. Si ce n'est pas le cas, ça peut aussi vous amener à faire des arbitrages, à revoir peut-être certaines politiques concernant les ruptures conventionnelles ou de mise à la retraite. Petit aparté qui n'est pas dans ce slide parce que l'actualité étant déjà assez riche, on ne reviendra pas sur la loi sur les salariés expérimentés, mais je vous rappelle qu'il y a un dispositif aujourd'hui qui est le contrat de valorisation de l'expérience, avec la possibilité pour l'employeur, lorsque les conditions sont requises, de faire une mise à la retraite du salarié qui a été embauché dans le cadre de ce contrat. Il y a une exonération de ce forfait social uniquement dans ce cas-là, mais dans les autres cas, c'est effectivement un forfait qui va peut-être peser lourd sur votre budget. Pas bonne nouvelle pour notre budget RH. Et une bonne nouvelle peut-être pour les entreprises de plus de 250 salariés qui payent des heures supplémentaires, puisque la déduction forfaitaire de cotisation patronale est étendue aux entreprises de plus de 250. Avant, elle n'était réservée qu'aux entreprises de moins de 250 €, avec une déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire. Aujourd'hui, les entreprises de 250 ont également une déduction moindre, puisqu'elle est de 0,50 €. Par contre, on le verra dans la deuxième partie, notamment sur un revirement de la Cour de cassation, un revirement de jurisprudence assez important sur le décompte des heures supplémentaires
Et finalement, cette déduction forfaitaire pourrait bien être la bienvenue dans le cadre de cette nouvelle jurisprudence. Alors, Marisy me demande quelle est l'analyse de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, très bonne question, Marisy. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'y répondre compte tenu voilà, du timing et du format de ce webinaire qui est consacré donc, actualité sociale et actualité jurisprudentielle. Mais je la note de mon côté et je verrai si je peux y répondre un peu plus tard. Dans les tac, attendez, hop, je remets. Alors, j'ajoute. Alors non, ça ne s'affichera pas dans le sondage, je suis désolée, parce que c'est les joies du direct aussi. Petit quiz, le congé supplémentaire de naissance prévu dans cette loi de financement de la sécurité sociale. C'est un congé qui a beaucoup fait parler, mais allez, vous allez peut-être pouvoir me répondre dans le chat pour certains, puisque effectivement, il est mobilisable à partir de quand? 1er janvier 2026, 1er juillet 2026, 1er septembre 2026 ou 1er mars 2027? Ah, je vois que vous maîtrisez ce nouveau congé supplémentaire de naissance. Alors, avant de parler de ce calendrier qui ne va pas être si facile que ça à gérer, alors pour nous RH, mais qu'il était encore moins pour les caisses primaires d'assurance maladie, le congé de naissance. Alors, revenons aux fondamentaux. Qui peut en bénéficier? Alors, ce congé, il est ouvert à chaque parent, le père, la mère ou le second parent. Il en bénéficiera aux assurés qui ont déjà bénéficié de leur congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption. C'est-à-dire que c'est un congé de naissance qui ne se déclenchera qu'une fois que ces congés auront déjà été pris par l'un ou l'autre des parents. Il s'applique à tous les salariés, mais également aux travailleurs indépendants et non salariés. La condition, bien évidemment, c'est de cesser toute activité professionnelle pendant cette période de congé supplémentaire de naissance, dit congé de naissance. Et les deux parents peuvent le prendre soit simultanément, soit l'un après l'autre en alternance. D'accord? Donc, c'est un congé qui est une vraie avancée pour les parents, puisque certains comparaient avec nos voisins européen sur la durée du congé maternité, la durée du congé paternité qui était considérée comme trop courte. Donc, c'est un vrai levier, c'est une vraie avancée avec ce congé supplémentaire de naissance qui est ouvert effectivement à tous les parents, quel que soit leur statut. Le ou la salariée, alors je dis le ou, mais plus pour être plus rapide dans la rédaction, il peut choisir une durée qui va de 1 ou 2 mois. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d'1 mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, il doit être pris après épuisement des droits au congé maternité, paternité ou adoption. Et pendant ce temps, le contrat de travail est bien évidemment suspendu. Alors, on garde les protections qu'on connaît déjà dans le cadre du congé maternité, dans le cadre du congé paternité. Protection contre le licenciement, je vous répète, sauf faute grave ou impossibilité de maintien du contrat étranger à la naissance. Et cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'ancienneté et pour les avantages acquis. Par contre, c'est un congé qui est indemnisé par la sécurité sociale en proportion du salaire antérieur. Ah oui, Valérie, je vois la question dans le chat. Oui, on peut tout à fait. Il faut que le congé paternité soit déjà pris et ensuite, on peut effectivement le faire suivre par un congé de naissance, mais on va le voir dans le calendrier, ça ne va pas être si simple que ça. Le salarié doit informer son employeur de son intention de prendre le congé. Et alors là, on va attendre les décrets. On aura un peu plus de précision, même si la caisse primaire d'assurance maladie
a fait un communiqué récemment pour donner un peu les grandes lignes de la façon dont ça va fonctionner. Le délai de prévenance va être fixé par décret, mais la sécurité sociale qui a fait en sorte que ce calendrier qu'on va voir tout de suite a été un petit peu bouleversé, a dit oui, alors délai de prévenance d'1 mois, 15 jours si le congé suit immédiatement le congé paternité ou maternité ou adoption. Et puis surtout, ce congé est indemnisé par la sécurité sociale. Les montants qui vous sont indiqués, notamment la limite du plafond de la sécurité sociale, c'est ce qui a été indiqué dans le communiqué de la sécurité sociale. Attendons les décrets. Mais de toute façon, on a un petit peu de temps, on va le voir tout de suite, avec une indemnisation à 70% du salaire net antérieur pour le premier, et puis c'est dégressif puisque ça passe à 60% pour le second mois. Donc Nathalie, j'espère que ça répond à votre question. Non, ce n'est pas indemnisé à 100%. Est-ce que l'employeur doit compenser une perte de salaire? Écoutez, c'est peut-être l'occasion de mettre le sujet sur la table dans le cadre de négociations, si vous avez envie effectivement de mettre en place une politique d'accompagnement de la parentalité en entreprise qui va au-delà de la loi en proposant un maintien de salaire. On parlait du calendrier. Effectivement, un calendrier un peu particulier. Le congé de naissance, le droit est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 1er janvier, tous les enfants qui sont nés ou qui sont accueillis au foyer depuis le 1er janvier, les parents peuvent bénéficier de ce congé de naissance. Là, il y a une petite précision, même pour les enfants qui sont nés prématurés, mais dont la date de naissance devait être à partir du 1er janvier 2026. Donc, ce droit est ouvert pour les parents depuis le 1er janvier 2026. La CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, a fait valoir que techniquement, ça serait compliqué et que ça serait bien d'avoir un petit délai jusqu'au 1er juillet. C'est-à-dire que ce droit sera réellement ouvert auprès de la Sécurité sociale qu'à partir du 1er juillet 2026. Donc, même si tous vos salariés sont, comme je le précise dans le slide, sont bénéficiaires de ce congé, pour autant, attention, certains ne pourront pas le prendre tout de suite pour des questions techniques. Donc, ils pourront le mobiliser à compter du 1er juillet, donc avec un délai maximum de 9 mois. Pareil, j'y mets toutes les réserves d'un décret qui viendrait modifier, mais en principe, les choses sont assez claires, notamment du côté de la sécurité sociale. Et puis, pour les parents d'enfants nés à partir du 1er juillet, la question ne se pose pas, on peut le mobiliser, bien évidemment, tout de suite. On n'a pas cette période transitoire. Période transitoire qui va vous amener au niveau RH à anticiper éventuellement un pic de demande de congé lorsque le dispositif sera accessible. Je vous invite, je vous le conseille, mais c'est surtout de déjà identifier, recenser les nouveaux parents depuis le 1er janvier pour déjà voir s'ils souhaitent, dès le 1er juillet, demander à bénéficier de ce congé de naissance. Ça vous permettra d'anticiper avec vos managers pour planifier les absences. On sera en plus sur la période de congé payé. Ça va être un jeu de Tetris pour certains managers de gérer tous les motifs d'absence, congé payé, congé de naissance et autres. Et puis, si ce congé est fractionné aussi en termes d'organisation, de voir comment ça peut se mettre en place d'un point de vue opérationnel. Et là, sur ces sujets, nous, RH, on a une vraie valeur ajoutée à accompagner les managers sur ces sujets. L'occasion de mettre à jour votre politique de congé, de pouvoir reparler de la parentalité en entreprise, sans compter l'aspect technique de créer le nouveau motif d'absence. Ce n'est pas parce que ce n'est pas applicable dès maintenant qu'on ne doit pas prendre d'avance et ne pas commencer à paramétrer nos outils et surtout communiquer auprès de vos salariés qui viennent d'être parents sur ce calendrier pour les rassurer sur le fait qu'ils vont pouvoir en bénéficier, mais ultérieurement. Alors, Julie, oui, en principe, il est pris par mois. C'est en tout cas les textes tels qu'ils sont aujourd'hui. On parle effectivement d'un fractionnement, mais qui est sur 1 mois ou 2 mois. Voilà. Mais je verrai si d'ici le prochain webinaire, on a des précisions, je les remettrai bien évidemment à l'ordre du jour de l'instance sociale.
Décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale. Nicolas, notre expert du groupe Vive Harmonie Mutuelle, je te laisse la main pour partager avec les RH très nombreux à nous suivre aujourd'hui la loi de financement de la sécurité sociale 2026. Ça donne quoi? Alors, Virginie, oui, je vais essayer dans un temps assez court, parce que d'évoquer quelques sujets sur le financement de la sécurité sociale, donc cette fameuse loi. En démarrant sur un contexte, pour se souvenir de tout ce qu'on vit ensemble, ce qu'on a vécu ensemble ces derniers mois, au regard de ce texte, c'était que c'est un contexte complètement atypique au niveau du parcours législatif. Une loi qui a été votée avec des accords profonds entre les chambres parlementaires, donc le Sénat, l'Assemblée nationale et même le gouvernement. Bon, on a un déficit de la sécurité sociale qui est porté à 23 milliards d'euros, c'est le résultat pour 2025. Voilà. Je vois, on ne vous entend pas très bien. J'espère que c'est bon quand même pour tout le monde. Oui. Donc voilà, 23 milliards d'euros en déficit. On avait un objectif du gouvernement qui était porté à réduire le déficit. Elle portait à 17,5 milliards d'euros. Dans la copie définitive de ce qui a été voté, finalement, on a un déficit qui devrait avoisiner les moins 19,4 milliards d'euros, donc qui est moins ambitieux que le texte initial, mais en tout cas, qui va quand même avoir une réduction par rapport à cette année. Sauf que derrière, on a des transferts de charges qui ont été opérés entre l'État et l'État. Je cite la ministre de la Santé en dernière minute à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'on a une somme de 4 milliards d'euros qui n'est pas encore expliquée. Peut-être que dans le projet de budget de l'État, avec le 49.3, on aura des explications un peu plus claires, mais j'ai un petit doute. Mais il y aurait 4 milliards qui ne seront pas financés, qui ont été donnés pour les hôpitaux et qu'on pourrait retrouver dans un déficit finalement. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans un projet qui n'est pas très ambitieux en termes d'économie et de réduction du déficit. Vous avez vu les mouvements des médecins dernièrement qui fait qu'il y a plusieurs mesures qui ont été retirées en termes d'économie. Alors, quelques exemples ici. Bon, d'abord de ce que contient la loi, ce que vous avez tous vu, mesures ajoutées via une lettre rectificative pour que ça apparaisse en dur dans le projet de loi de finances de la Sécu, alors avec deux versions. Une première version qui donnait pour les personnes nées en 64 en termes d'impact, mais ça vous connaissez par cœur, ce que ça change en termes de la loi. Et puis une seconde version qui a élargi aux assurés qui étaient nés au premier trimestre 1965, mais qui a aussi élargi aux assurés éligibles au dispositif de départ anticipé. On cite ici carrière longue ou les catégories actives et super actives ici. Alors, ça a un coût supplémentaire, donc il faut additionner à ce que vous voyez dans les pavés rouges. Ça veut dire 300 000 millions d'euros pour 2026, et puis 1,9 pour 2027, 1,9 milliard d'euros, bien évidemment. Donc, tout ça va falloir financer. Donc, on a des contributions CSG, toutes des choses comme ça. Il y a le petit tableau, mais là aussi, pour préciser un petit peu les âges, en quoi ça consiste et pour retrouver un petit peu les dates. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est évidemment une dépense supplémentaire, puisque forcément, ici, il va falloir payer cette suspension. Deux mesures qui sont venues ajouter aussi au niveau du texte. Là, les mesures pour les maires, je vais y arriver. D'abord, législatives, les départs en… Je suis désolé, je n'arrive pas à naviguer sur le support. C'est bon, voilà. Au niveau des carrières longues pour les maires. Et puis également une mesure majoration de naissance dans la limite de 2 trimestres. Alors, une mesure également pour le calcul des années, 25 meilleures années, ça c'est le standard, et 23 pour 2 enfants et 24 pour un enfant. Vous avez parlé de l'article 13. Alors, l'article 13, c'est quoi ? C'est la création d'une taxe exceptionnelle pour 2026 pour les complémentaires santé. Alors, moi, j'aime bien rappeler un petit fond d'historique. La genèse de cette contribution exceptionnelle, elle date quand même d'il y a 1 an et demi. Elle nous était promise dans le projet de loi qui précédait, donc celui de 2025. Et au départ, c'était l'idée d'augmenter le ticket modérateur sur les consultations médicales et les médicaments. Ça a été abandonné. Alors, rappelez la motion de censure, le gouvernement était tombé sur le projet de loi 2025. Et puis, donc, dans la deuxième présentation, ça avait été une mesure qui avait été abandonnée parce que ligne rouge de certains partis politiques. Et Catherine Vautrin
ministre de la Santé et du Travail à ce moment-là, de janvier à juin de l'année dernière, n'a cessé de dire on ne pourra pas faire cette augmentation de ticket modérateur. En revanche, on va faire une contribution, une taxe pour les complémentaires santé pour payer un équivalent d'1 milliard d'euros de transfert de charges entre l'assurance maladie et entre les assureurs complémentaires et l'assurance maladie. Normalement, ça aurait dû apparaître au niveau du projet de loi de finances 2026 dans la partie rectificative pour 2025, puisque c'est de 2025 dont on parlait. Rien n'a figuré dans la partie rectificative de la loi. En revanche, est bien apparue une taxe au titre de 2026 avec un taux assis sur l'assiette de cotisation de la TSA, taxe solidarité additionnelle, au taux de 2,05%. Alors d'abord, 2,05 transformé en 2,25, je passe les détails. Au départ, ils auraient souhaité que les complémentaires financent la suspension de la réforme des retraites, en tout cas pour cette année. Résultat de ce texte-là, il a été voté avec cette taxe supplémentaire, donc voilà, et puis quelques amendements qui imposent le blocage des tarifs, en tout cas ne pas répercuter cette taxe au titre des cotisations complémentaires pour cette année. Alors, Harmonie, par exemple, a choisi, mais avant même l'obligation de ne pas répercuter la taxe. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, il y a, concernant l'opérationnalisation de cette non-répercussion, ça doit être discuté avec la ministre de la Santé, avec la direction de la Sécurité sociale. Enfin, il y a des rendez-vous qui sont pris à partir du 29 et 30 janvier. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en route petit à petit et en termes de communication, tout derrière. Concernant les professionnels de santé, alors, les médecins, vous avez vu qu'ils étaient très fortement mobilisés ces derniers jours. Alors, ils étaient mobilisés parce qu'il y avait des mesures dans la loi de financement de la sécurité sociale, en tout cas dans le projet, qui ne leur convenaient pas. Alors, il y a des mesures abandonnées, et puis il y a même des mesures qui, oralement, devraient être abandonnées, puisque la ministre de la Santé a cédé la semaine dernière et a dit, voilà, il y a telle ou telle chose que je ne ferai pas. En tout cas, ce qui subsiste seulement dans la loi, il y a une mesure concernant les professionnels de santé, les médecins dits non conventionnés. Vous savez, ce sont les médecins qui sont en secteur 3, qui ont des remboursements, ont des tarifs totalement libres et des remboursements par l'assurance maladie qui sont très, très petits, puisque c'est de l'ordre de 1 euro. Il y a des exemples ici pour les spécialistes ou les généralistes. Jusqu'à aujourd'hui, leur prescription, c'est-à-dire que quand on vous prescrit des médicaments chez un de ces médecins, quand on vous prescrit des analyses médicales, quand on vous prescrit des IRM, par exemple, vous êtes remboursé sur la base du droit commun, donc normalement. À partir du 1er janvier 2027, ce ne sera plus le cas, c'est-à-dire que toutes les prescriptions qui seront faites par ces professionnels de santé en secteur 3 ne seront plus du tout remboursées par l'assurance maladie. Ce qui veut dire qu'il y a questionnement sur la question de la complémentaire derrière. En tout cas, un impact très, très fort qui est fortement dénoncé par les médecins. Ce qui a été abandonné, je ne peux pas quand même l'occulter, c'est la taxation des dépassements d'honoraires. Évidemment, ils n'en voulaient pas. Des pénalités en cas de non-consultation du DMP. Le DMP, vous savez ce que c'est le dossier médical partagé qui est dans mon espace santé. Donc, il y avait une forme de taxation aussi, de pénalité lorsque les médecins ne renseignent pas le DMP. Au passage, je dis que non, les organismes complémentaires n'ont pas accès au dossier médical partagé. Donc, voilà, même si vous entendez, j'ai vu pas mal de médecins sur les réseaux sociaux dire ce genre de choses, c'est totalement faux. Voilà. Il y avait aussi des choses concernant le projet de loi de lutte contre la fraude qui a lieu en ce moment, qui est discuté à l'Assemblée nationale avec les quotas sur les arrêts de travail. Donc, ça a été retiré par la ministre de la Santé. Sur la prévention, j'entendais Virginie dire oui, c'est un cœur de métier RH et que tu étais très sensible. Voilà. Alors, voilà, il y a une mesure assez forte qui concerne la prévention. J'ai tendance à dire enfin, parce que depuis le temps qu'on attend des choses assez fortes, là, il y en a une. Alors, on espère qu'elle va se traduire en actes avec des décrets d'application qui vont pouvoir permettre que ça joue vraiment en musique coordonnée, puisque si je dis coordonnée, c'est ici, en innovation, un parcours de prévention qui va être mis en place cette année pour réduire un certain nombre de maladies qui sont dites en infection longue durée ou faire en sorte que finalement on puisse les éviter. On prend un exemple, il y a eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière sur la prise en charge précoce du diabète de type 2. Vous savez, le diabète de type 2, c'est un diabète dit évitable.
simplement en ayant de l'activité physique régulière ou bien en mangeant mieux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est au lieu de tomber dans l'ALD, donc pris en charge à 100% par l'assurance maladie, c'est très coûteux. Vous savez que 13,7 millions de Français sont en ALD, 400 000 de plus par an, ce qui veut dire que ça devient une dépense de plus en plus insoutenable pour l'assurance maladie, qui cherche donc ici un moyen, non plus d'être curatif, mais de prévenir et de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes ne tombent pas dans ce parcours ALD, ne deviennent pas diabétiques de type 2, simplement en ayant l'activité physique adaptée. Donc, ce sera remboursé par l'assurance maladie, mais aussi par les complémentaires santé. Et c'est là la grosse innovation, c'est que l'assurance maladie vient sur le terrain de la prévention avec nous, ensemble, sur la complémentaire. Donc, on y voit beaucoup d'espoir en la matière. Je fais juste un pas de côté en 1 minute pour vous dire que le rapport charges et produits donc, de l'assurance maladie, qui est mis tous les fin juin de chaque année, cette année, préconisait 2 choses qui vous concernent en premier lieu. En tout cas, ça ne s'est pas traduit en acte. En tout cas, ça va faire l'objet de débats courant de cette année. L'assurance maladie propose de faire des entreprises un lieu de prévention en améliorant et en généralisant l'offre proposée par les employeurs aux salariés via les contrats collectifs. Voilà. Donc, le principe, en tout cas, de ce qu'ils mettent en exemple, c'est par exemple l'instauration d'une demi-journée de dépistage, vaccin, dépistage de cancer, hypertension, avec une offre intégrée dans les contrats collectifs qui serait intégrée dans le contrat responsable, et puis une forme de vertu derrière tout ça en disant, voilà, si on fait ces actes de prévention, on pourra avoir une minoration de sa complémentaire santé. En tout cas, c'est toute l'idée qui va être discutée courant de cette année et qui a été portée par l'assurance maladie. Sur le terrain des maladies professionnelles, rapidement, il va y avoir une simplification des conditions pour reconnaissance des origines pathologiques. Vous savez que c'est un système des tableaux qui est assez complexe et surtout très obsolète. Il y a des blocages dans les contentieux. Enfin bon, le moyen, c'est d'essayer que ça devienne plus fluide. Puis, vous avez un système complémentaire avec les comités régionaux de reconnaissance des maladies pro, qui est complètement embouteillé et surchargé là également. Voilà. Donc, le principe, c'est de rendre plus fluide tout cela. Et donc, le diagnostic, à partir de du 1er octobre 2026, il y aura un décret pour les modalités pour reconnaître, et c'est la Haute Autorité de Santé qui va normalement simplifier les choses. Et puis, le recentrage des comités, avec un recentrage sur les dossiers les plus complexes. 45% des cas devraient normalement être visés uniquement par l'assurance maladie, de manière à moins embouteiller ces fameux comités. Les arrêts de travail, on en a beaucoup entendu parler en démêlant le vrai du faux. Alors, les quotas d'arrêt de travail, ce n'est pas dans la loi de finances sécurité sociale 2026, c'est dans le projet de loi de lutte contre la fraude actuellement en discussion. Et je rappelle que Stéphanie Ries s'est engagée à ce qu'il n'y ait pas de quotas sur les arrêts de travail. Donc, ça, c'est un autre sujet, mais qui est dans le projet de loi de lutte contre la fraude. En revanche, la loi de financement de la Sécu instaure 2 choses. L'encadrement de la durée des prescriptions, donc des premiers arrêts de travail à 30 jours, voilà, en ville ou à l'hôpital. Vous savez, il y a eu des débats autour de 15 jours, voilà. C'est prolongation qui pourront se faire par pas de 2 mois. Voilà. Et puis, une limitation de durée d'indemnisation en cas d'accident du travail et maladie professionnelle. Vous savez que ce n'était pas limité dans le temps. Et maintenant, donc, ça va être limité à 4 ans. Dès que l'état de santé sera considéré comme consolidé, si des séquelles subsistent, l'assuré basculera vers une rente à capacité permanente. Juste à dire aussi que concernant l'encadrement de la durée de prescription, de la primo-prescription, les médecins ont toute latitude pour déroger. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, je terminerai, parce que le temps m'est compté, ça passe très, très vite, d'autres mesures possibles, parce que je ne serais pas complet si je vous disais, ben voilà, la loi, il n'y a que ça. Alors, effectivement, ce n'est pas très ambitieux. On va se dire que les économies qui n'ont pas été réalisées cette année, il va falloir les faire l'année prochaine et les années à venir. Je vous rappelle un rapport de la Cour des comptes qui dit que si on ne fait rien, si on laisse dériver les déficits tels qu'on les connaît aujourd'hui, ben, il y aura une augmentation de 30% des cotisations sociales entre le régime obligatoire et les régimes complémentaires d'ici à 2030. Hein, je dis ça, je dis rien. Et donc, il y a plusieurs choses qui pourraient être prises par le pouvoir réglementaire. Les médicaments à service médical rendu faible pourraient être abaissés en termes de prise en charge pour les affections longue durée, 100% aujourd'hui, 15% certainement cette année. On a une diminution du taux de prise en charge pour les cures thermales à venir. On a différentes mesures de transfert de charges dont on ne parle pas ici parce que c'est un pouvoir de la ministre simplement. 400 millions d'euros qui sont annoncés. Donc là, ici, ça va coûter pour les complémentaires santé, bien évidemment. Et puis, on a des choses concernant les plafonds. Vous savez que le doublement des plafonds de franchise
boîte de médicaments, on paye 1 euro aujourd'hui et 2 euros par consultation médicale. Il était question de les doubler. Pour l'instant, la ministre s'est engagée à ne pas le faire. Il faut juste savoir que les projets de décret ont été rédigés et qu'il suffit qu'elle appuie sur un bouton de manière à ce que ce soit fait. Moi, ce que je crains, c'est que comme le déficit sera certainement plus important que ce qui est annoncé par le gouvernement actuellement, bien, il y a un comité d'alerte qui se réunit comme ce qu'on a eu l'année dernière et qui disent, ben voilà, il faut prendre des mesures de freinage. Et une mesure de freinage, ça peut être justement de demander aux assurés de participer plus et donc de doubler éventuellement les franchises. Et puis, on a des discussions, enfin, et je terminerai là-dessus, sur le contrat responsable. Vous savez que c'est un carcan et nous, les organismes complémentaires, on demande à ce qu'il soit moins contraignant, qu'on puisse nous offrir à nos clients des garanties dont ils ont besoin pour leurs salariés et plus un tout en un avec plein d'exigences. Mais derrière ça, on n'a pas l'air d'être entendu par les pouvoirs publics qui, semble-t-il, pourraient se diriger vers encore nous mettre des contraintes dans le contrat responsable. 2 contraintes qui sont aujourd'hui un petit peu presque rédigées et dont on va beaucoup parler. D'abord, sur les dépassements d'honoraires. Les médecins, si on ne peut pas leur donner d'argent via l'assurance maladie, les dépassements d'honoraires, ils cherchent à ce que ce soit pris en charge par les complémentaires. On pourrait nous obliger à en prendre une partie en charge. Ça coûtera en termes de cotisation et d'impact salarié, bien évidemment, et RH. Et puis, la deuxième chose, c'est possiblement ne plus rembourser tout ce qui est consultation d'ostéopathie, parce qu'aujourd'hui, les députés ont pris ces consultations-là un peu comme étant quelque chose à ne pas faire et se disent, ben voilà, on va les exclure du contrat responsable. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, l'exercice est compliqué parce que c'est très court, il y a bien autre chose, mais voilà, pour mettre un petit peu en exergue quelques points. Voilà. Merci Nicolas, j'ai appris beaucoup de choses de nos impacts RH, et ça nous concerne effectivement tous, on est aussi parfois des assurés, donc merci beaucoup, je sais en plus que tu participes à beaucoup de décryptage de cette loi de financement de la sécurité sociale, donc merci pour toutes ces précisions qui étaient nécessaires, qui nous amènent effectivement à avancer sur les actualités jurisprudentielles. On va parler santé. Il nous reste quelques minutes. Je vous mets tout de suite le document à télécharger. Vous aurez tous les détails, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de quelques actualités jurisprudentielles et on continue avec la santé. À la santé, on va parler d'inaptitude en cours d'arrêt. Les prolongations ne bloquent plus l'avis. Arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025. Ça veut dire quoi? Dire que nous avions tous plus ou moins cette petite pratique qui était de dire on a une visite de pré-reprise, on a déjà des échanges avec le médecin du travail qui disent attention, il y a quand même un risque que ce collaborateur soit déclaré inapte. D'accord, pas de souci. On attend la visite de reprise à la fin de l'arrêt de travail. Et oui, c'était un peu la pratique de tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, la Cour de cassation dit non, vous ne me voyez plus. Et je ne sais pas pourquoi. Attendez. Tac. J'essaie de me remettre. J'ai déjà eu la chance que Nicolas intervienne pour ma prise de tout. Merci de m'avoir prévenu. C'est bon, normalement, je suis de retour. Donc, l'inaptitude en cours d'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez connaissance de la fin d'un arrêt de travail, vous pouvez caler la visite de reprise. Et aujourd'hui, même si effectivement vous avez une prolongation de cet arrêt, le médecin du travail peut déclarer l'inaptitude de votre collaborateur. Aurélie qui me demande, oui, en fait, on n'est pas sur une question d'arrêt ordinaire, AT, MP, on est vraiment sur l'inaptitude qui est prise lors d'un examen de reprise. Le médecin ne peut pas la prendre pendant la visite de pré-reprise. Il doit attendre la visite de reprise avant la fin de suspension du contrat. Mais aujourd'hui, on n'est plus bloqué par le fait qu'il y ait une prolongation d'arrêt. Ça vaut surtout pour les arrêts un peu longs, dont on sait que, au regard des échanges avec le médecin du travail, on se dirige vers une avec ou sans reclassement, bien évidemment. Donc, un arrêt qui vient peut-être bouleverser nos pratiques, voire peut-être les simplifier, plutôt que faire des allers-retours. Je prends la visite, ah ben non, j'ai un arrêt, je l'annule.
Ça va peut-être être beaucoup plus simple à gérer sur ces cas un peu particuliers que sont ces... L'employeur peut-il imposer cette visite de reprise? Alors, la visite de reprise, elle se fait normalement à la fin de l'arrêt de travail, Alexandra. Bien évidemment, il doit la fixer. On n'est plus obligé, Charlène, d'attendre la visite, la reprise physique, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on pourra, bien évidemment, je vais peut-être répondre à Aurélie par la même occasion, on pourra fixer la date. Par exemple, j'ai mon arrêt de travail qui s'arrête le 22 janvier. Je fixe la date de reprise avec le médecin du travail au 29 janvier. Je reçois un arrêt de travail entre-temps, je peux maintenir cette visite de reprise au 29 janvier sans aucun problème, même si mon arrêt de travail est prolongé. Ça va te permettre de gérer notamment ces zones un peu grises où l'avis d'inaptitude est pris à la reprise, le salarié n'est plus en arrêt de travail. Pendant un mois, il n'y a pas de reprise de salaire. Moi, la première, je propose au salarié, s'il le souhaite, s'il le demande, de poser ses congés payés, surtout qu'il en a acquis pendant la maladie. Mais sinon, on est complètement on est bloqué puisque ça serait un nouvel arrêt. Alors, Charlène me dit, on ne sait pas toujours si ça serait une inaptitude, d'où l'importance vraiment d'avoir des relations et des échanges avec le médecin du travail. Vous avez des collaborateurs dont vous savez, compte tenu de l'arrêt, compte tenu de la pathologie, qu'il a partagée ou pas, hein, bien évidemment avec vous. Vous savez plus ou moins si on va être sur une inaptitude et cette visite de pré-reprise, elle peut déjà vous donner des éléments de réponse par rapport à une inaptitude ou pas, après en avoir échangé avec le médecin du travail. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avis d'inaptitude qui doit être conforme. Il nous reste très peu de temps parce que on vous l'a dit dès le début de ce webinaire, il y a tellement de choses à dire sur ce début d'année 2026, mais on aura l'occasion de se voir très prochainement le 12 février pour compléter si besoin. Je vous ai mis le support, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger, vous aurez toutes ces jurisprudences à votre disposition pour pouvoir éventuellement les regarder. Je passe sur celle-ci, on parlait d'origine professionnelle, important, pendant la suspension du contrat de travail d'origine professionnelle, le seul motif de rupture, c'est la faute grave ou l'impossibilité de maintien du contrat étrangère à la maladie. On utilise dans le cadre d'absence prolongée un motif de désorganisation et d'obligation de remplacement définitif, avec tous les risques que cela peut apporter, puisque ce sont des sujets qui sont très, très cadrés par la jurisprudence. Si votre arrêt est d'origine professionnelle, c'est un motif à exclure. Le risque, c'est la nullité du licenciement, puisqu'on considère que c'est lié à l'état de santé du collaborateur. Donc, origine professionnelle, AT-MP, nullité du licenciement si vous n'êtes pas dans le cadre d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintien du contrat. Vérifiez toujours l'origine de l'arrêt. C'est vraiment le premier réflexe avant de lancer toute procédure de licenciement. Le temps défile. Je vais vite puisque j'ai encore 2-3 petites jurisprudences à partager avec vous qui vont peut-être déjà impacter vos process maintenant. Arrêt maladie, toujours. 0 sollicitation pendant un arrêt maladie. Alors oui, le petit SMS pour demander comment ça va. Oui, le petit SMS pour dire est-ce que tu peux me dire où tu as classé le dossier Tartampion qui est urgent. Par contre, le faire travailler un collaborateur, ne serait-ce qu'une seule fois, une seule sollicitation pendant un arrêt maladie, c'est un préjudice automatique. Donc, autant vous dire que ça peut coûter relativement cher à l'entreprise. 0 sollicitation. J'aimerais vraiment vous parler d'autres arrêts, mais certains, vous les connaissez, ils ont été largement commentés. Les accidents du travail, choc psychologique, je suis désolée, mais vous avez le support pour aller lire et on en reparlera la prochaine fois avec grand plaisir. On va parler de 2 choses, durée du travail. On a beaucoup parlé maladie, on va changer de sujet. Pause quotidienne non respectée, préjudice automatique. On parlait tout à l'heure des congés payés. Jurisprudence du 10 septembre 2025. Attention, vos congés payés peuvent déclencher un décompte d'heures supplémentaires. Faites extrêmement attention sur vos paramètres de logiciel de paye. Avant, la Cour de cassation disait on pose ses congés payés, ça vaut 0.
Non, non, c'est considéré comme une journée. Donc, bien évidemment, faites très attention. Et ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui une déduction forfaitaire pour toutes les entreprises que pour autant, ça n'a pas un impact. Donc, estimez le risque financier, mettez-vous à jour sur cette jurisprudence. Il y a eu des nouvelles précisions le 7 janvier 2026, on y reviendra. Je suis obligée d'en terminer, voilà, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous propose de nous retrouver très prochainement sur le prochain webinaire, le 12 février 2026. On va parler de la loi de finances si elle est publiée. On va parler du diagnostic préalable à la négociation sur les salariés. On va parler de la liberté d'expression et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et surtout, on va parler harcèlement sexuel, enquête interne ou pas, et continuer à décrypter avec vous toute l'actualité sociale et jurisprudentielle pour des vraies actions RH concrètes. Encore merci à Culture RH pour ce nouveau format. Encore merci à Harmonie Mutuelle de son partenariat et de cette Focus Expert avec Nicolas Morel. Pour les inscriptions, on remettra bien évidemment les liens d'inscription et on fera la communication pour ce prochain rendez-vous. Je vois que le lien ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra les liens, bien évidemment. J'ai hâte de vous retrouver le 12 février. Merci encore avoir été aussi nombreux pour ce premier épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles actions RH pour ce mois de janvier. Belle fin de journée à tous et encore merci.